je trouve qu'il est très relié parce que lui aussi, il parle des marchands et de l'esclavagisme des marchands. Alors c'est un autre angle, mais c'est vraiment, on parle de la même chose en fait. C'est le livre de Losurdo, Contre-histoire du libéralisme. J'ai plusieurs contre-histoires du libéralisme, celle-là est remarquable. Avec un enrichissement des pays esclavagistes en question, des pays libéraux, la Hollande d'abord, l'Angleterre ensuite, les États-Unis ensuite, à chaque fois génocidaire, à chaque fois, ça part de la libération des rois et des églises. Les marchands, en Hollande, d'abord, s'émancipent de Philippe II d'Espagne, se libèrent de cette contrainte. Le roi tenait les marchands. Dans l'Ancien Régime, moi je n'ai pas appris ça à l'école, dans l'Ancien Régime, c'était pendant des siècles, les rois tenaient les marchands. On savait qu'on avait à craindre des marchands. Depuis des millénaires, on savait qu'on a à craindre des marchands. Et le roi et la religion empêchaient les marchands de sévir, empêchaient les marchands de mal faire. Et quand les marchands, intrigants avec tout cet argent qu'ils accumulaient, intrigants pour avoir le pouvoir politique, arrivent à prendre le pouvoir politique, c'est 1789 chez nous, hein. C'est avant en Hollande, puis en Angleterre, puis chez nous, puis aux États-Unis. Quand les marchands s'émancipent des princes et de la religion, ils se disent libéraux et ils peuvent enfin devenir esclavagistes et génocidaires. Et donc, les Hollandais, se libérant de la tutelle, de la limite de leur pouvoir qu'était le roi d'Espagne, Philippe II d'Espagne, deviennent libéraux et se mettent à coloniser, donc à esclavagiser et à génocider l'Afrique. Mais pour être peut-être plus concret, il s'est opéré une transformation. Le prince, je préfère l'appeler comme ça, dans son sens étymologique de princeps, hein, de celui qui commande, pour pas dire le roi, pour pas dire le président, pour vous mettez la tête que vous voulez derrière. Enfin, le prince, pour être le garant du bien commun, doit rendre la justice. Parce que c'est la justice qui va permettre à chacune des actions de trouver son harmonie dans le tout de la société. Le prince est l'homme de la justice. Et de ce point de vue-là, vous voyez, la canonisation de Saint Louis est merveilleuse en ce que l'on représente Saint Louis comme le roi qui rend la justice. Ce qui fait vraiment la sainteté de Saint Louis, j'ai bien envie de dire même plus que son adoration, plus que sa vie de prière, c'est sa vie de prince, c'est-à-dire d'homme qui rend la justice. C'est ce qui fait la sainteté du chef, la sainteté du prince de la France, Saint Louis. Et alors, on a transformé petit à petit, vous voyez, ce qui a fait la caractéristique du prince, ça n'a plus été la justice, mais petit à petit, on a glissé dans la force. Ce qui a fait la primauté ou la grandeur d'un prince, c'est sa force, c'est son faste extérieur. D'ailleurs, Machiavel lui-même, hein, pour parler quand il parle du prince, c'est le titre de son ouvrage d'ailleurs, emploie le mot italien virtu. La force. C'est l'homme qui possède la force. Et alors, vous voyez, derrière la force, qu'est-ce que l'on a recherché petit à petit? Non plus la justice, c'est-à-dire le bien de ses sujets, mais la gloire personnelle. Plutôt que de diffuser le bien et d'être l'obligé de ses inférieurs, le prince, petit à petit, s'est accaparé le bien et est comme devenu le bien commun lui-même, en cherchant la gloire personnelle. Le faste. La gloire, c'est la même chose, la puissance, l'extension des territoires, et vous comprenez bien que, même si l'on peut parler, et parfois il peut y avoir une affaire de justice dans tel ou tel territoire à conquérir, vous comprenez bien que ça n'est pas la possession d'un territoire qui fait le bien commun et qui fait la justice, d'abord. Alors si on inverse les ordres, eh bien la justice passe au second plan.
et à passer petit à petit au second plan. Celui qui passe au premier plan, c'est le prince en tant que tel. D'un roi justicier, on en est arrivé à un monarque absolu. Et vous noterez que le mot absolu s'oppose au mot obligé. Celui qui se prend pour l'absolu n'est plus l'obligé de personne. En n'étant plus l'obligé de personne, il rompt la réciproque de la relation. Et donc les relations politiques se corrompent. En cherchant la force, en cherchant la gloire, nécessairement, le prince, le monarque, le roi, peu importe, le président, va développer ce qui permet d'obtenir cette force. Et donc va donner beaucoup plus de pouvoir au tiers-État, qui est le producteur par excellence. Il va falloir produire des armes. Il va falloir produire des machines. On peut parler des révolutions industrielles sous Louis XVI, par exemple. On peut entendre ce mot de labourage et pâturage, n'est-ce pas, sous Henri IV. On peut l'entendre d'une mauvaise façon. Si labourage et pâturage ne sont que les mamelles de la France, où se trouve la justice? Et que devient le bien commun? Et que devient la cité? Vous voyez, on en arrive à une conception où les rapports deviennent faussés. Le prince ne cherche plus la justice, c'est-à-dire les bonnes relations entre les différentes sociétés et les différents ordres. Il recherche sa gloire. Il recherche son faste. Il recherche sa puissance. Il recherche donc la production de son pays. Il veut élever son pays au niveau d'un pays riche. Vous voyez ? Et quand on dit production, quand on dit richesse, eh bien, on dit tout ce qui est matériel, c'est-à-dire tiers-État derrière. Des armées plus puissantes, des finances. Et vous savez qu'à la Révolution française, une des causes que l'on assigne à la Révolution française, c'est un problème de finances. Et puis aujourd'hui, d'ailleurs, on ne parle plus que d'économie. Quand on veut placer le mot économie là-dedans, on est un peu embêté. Et pourtant, l'économie, elle ne se place qu'au niveau du tiers-État, c'est-à-dire une production. C'est sûr que s'il manque une intelligence, on en parlera, s'il manque une noblesse, le problème restera toujours le même. Vous voyez, la force et l'argent ont petit à petit remplacé le primat de la vertu. J'entends particulièrement de la justice ou même de la prudence. N'ayant pu faire que ce qui était juste fut fort, ils ont fait en sorte que ce qui était fort fut juste. Donc vous comprenez le changement qui a été opéré petit à petit. On est passé de la vertu à la production. Si bien que le tiers-État a été d'une certaine façon anobli. Le tiers-ordre prend de l'importance, et alors c'est le 17 juin 1789, et vous voyez, c'est là que la Révolution est vraiment un point d'ancrage, c'est le tiers-État qui se proclame Assemblée nationale. La noblesse disparaît, le clergé disparaît. D'ailleurs, un mois plus tard, dans la nuit du 4 août, les privilèges sont abolis. C'est la conséquence, vous voyez. Il y a eu toute une préparation qui s'est hélas mise en place petit à petit, mais la conséquence, l'aboutissement, le tiers-État prend le dessus. Il se nomme donc Assemblée nationale. Et donc, ainsi s'entame le règne des biens matériels, c'est-à-dire d'une société de consommation, qu'on appelle aussi matérialisme, ou de l'économie. Alors, le problème actuel, vous voyez, qui se pose concrètement, l'économie, quoi faire? La remettre à sa place pour l'instant. Bon. Alors, de ce fait, la noblesse se trouve petit à petit dépossédée de son pouvoir par le tiers-État. Et puis aussi par l'administration royale.
plutôt que de se servir de la noblesse, désormais, l'administration royale lui préfère des commissaires, plus efficaces, et surtout plus dociles au pouvoir central. La noblesse est dépossédée de son pouvoir. Les commissaires n'ont pas un pouvoir à proprement parler, ce sont simplement comme des pantins dans les mains du pouvoir. Et la noblesse, ainsi que l'aristocratie, sont simplement cantonnés dans des fonctions guerrières, fonctions militaires, ou des représentations à la cour. Et c'est tout. Plus rien à voir avec la noblesse, voyez, qu'on pouvait lire dans les gestes du Moyen-Âge, dans les chansons de gestes du Moyen-Âge. Elle perd donc sa prérogative de commander et se met en place une sorte de bureaucratie qui prend le pas sur la véritable noblesse, où ces hommes, ces nobles, avaient un véritable pouvoir. Le bureaucrate n'a pas de pouvoir, c'est la paperasserie. Je pense que vous avez tous été embêtés par de la paperasserie aujourd'hui. C'est impossible de s'inscrire sans avoir une tonne de paperasserie, maintenant par Internet remplir des formulaires. Quand le formulaire est rempli, il manque toujours un document que vous êtes obligé d'aller rechercher. Enfin, on vit dans une société bureaucratisée. Et plus personne n'a de pouvoir. Vous allez voir la pauvre dame qui est au guichet, vous dites écoutez, je ne sais pas quoi faire, il faut que j'aille voir mon supérieur. Le supérieur dit je ne sais pas, il faudrait que j'en parle au préfet. Le préfet vous dit bon, on a l'impression que. Alors c'est quoi votre bazar là? Oui. Eh bien c'est que la noblesse a disparu, tout simplement. Et on l'a remplacée par une bureaucratie. Vous voyez, petit à petit, fin du second ordre. Et cette noblesse s'est embourgeoisée. Comprenez que la noblesse n'est pas un titre. Quand on veut parler de la noblesse comme un simple titre familial, c'est plus que cela. C'est une valeur de vertu. La noblesse a pour fonction d'agir et d'agir vertueusement, c'est-à-dire de rendre de façon déléguée, par exemple, la justice. Mais retenez simplement que la corruption de la noblesse est liée à la corruption du tiers-État, qui elle-même est liée à une corruption de la conception même de l'autorité. Et ensuite, puisque le tiers-État toujours a le monopole, puisque les biens matériels finalement sont les plus importants, on ne cherche plus l'éclairage du clergé ou des philosophes. C'est-à-dire que le premier ordre va disparaître tout simplement. Et l'aboutissement, alors cette fois, c'est sûr que c'est d'abord la persécution sanglante des catholiques au temps de la Révolution française, mais l'aboutissement, parce que ça ne s'arrête pas là, l'aboutissement de cette conception, c'est la séparation de l'Église et l'État. Où là, on demande vraiment à l'Église de n'avoir plus aucun rapport avec l'État. C'est une façon de dire, le premier ordre n'existe plus, nous n'en voulons pas. Et voyez, plutôt que d'éclairer, plutôt que de réfléchir, aujourd'hui, on assiste à une philosophie subjective où cette fois c'est l'homme qui doit être mis en valeur, et non plus la vérité. Donc l'homme lui-même prend le dessus sur la vérité, l'expérience personnelle au détriment du vrai objectif. L'histoire est totalement falsifiée. Je n'ai pas besoin de vous en faire un dessin. Donc les enfants ne peuvent même plus savoir ce qui se passait autrefois. On n'éclaire plus, mais on enténèbre l'intelligence petit à petit. Et puis l'autre conséquence, c'est que les médias ont repris le flambeau au clergé et aux philosophes. Les médias sont les diseuses de bonnes aventures ou de mauvaises aventures aujourd'hui. Mais ce sont eux qui font la pluie et le beau temps. Surtout, ce sont eux qui font l'opinion et qui façonnent les cerveaux. Mais prenez un article dans les médias et essayez de l'analyser, enfin vous l'avez tous fait philosophiquement, pour la plupart ça vaut rien. Que s'est-il passé? Eh bien, petit à petit, vous voyez, l'absolu, c'est-à-dire l'individu, le roi absolu, c'est le roi considéré dans son individualité. L'individu, l'absolu, a pris le pas sur l'obligé. Et en prenant le pas, cette société d'absolutisme a par conséquent fait une société d'individualistes. Les deux termes sont tout à fait liés.
L'absolu, de façon, enfin dans son étymologie latine, vient de absolutus, c'est-à-dire qui n'est pas lié, qui n'est plus lié, donc qui n'est plus obligé, qui se retrouve seul, qui se retrouve indépendant. D'où l'individualisme que l'on observe aujourd'hui, et d'où même cette philosophie apparue au début du XXe siècle, que l'on appelle le personnalisme, où la personne elle-même est supérieure au bien commun. Vous voyez, on a remplacé, je l'appelle ici société, on a remplacé dans la société les trois ordres par la production. L'économie, ou si vous voulez être plus précis, la noblesse, on l'a remplacée par la bureaucratie, et le clergé, enfin les penseurs, la vérité, par les médias. À cette corruption des trois ordres s'ajoute, par la Révolution, tout ce qui l'a précédé et tout ce qui la suit, la corruption des trois sociétés. La première corruption a été celle de la cité en tant que telle. Cette cité, si vous voulez, c'est toujours difficile à définir et encore plus à imager. Cette cité, c'est un tout de relations, si vous voulez. Donc, mettez une quantité d'individus qui ont des relations entre elles et qui tiennent par l'autorité. L'autorité, quand l'autorité rend la justice, c'est donc le bien commun, elle fait en sorte que toutes ces relations soient harmonieuses. Couper l'autorité, toutes les relations s'effondrent. Et c'est ce qui s'est passé. Donc la première corruption et la plus flagrante, ça a été de couper la tête du roi, c'est-à-dire de l'autorité. On ne veut plus d'autorité. Le peuple lui-même, c'est-à-dire dans le sens moderne, ce que l'on appelle les absolus, les individus, sont le pouvoir. Et le chef n'est plus que le délégué des individus. Alors là, il faut redire tout simplement Rousseau. C'est limpide chez Rousseau. On a donc coupé la tête de la cité. Alors, ça n'est pas qu'une image, c'est vrai qu'on a coupé la tête du roi Louis XVI, mais regardez les conséquences. Même pendant la Révolution et après la Révolution, tout le XIXe siècle nous laisse vraiment l'impression au niveau de la cité, c'est-à-dire au niveau du tout de la France, d'un espèce de moribond qui produit ses derniers souffles de vie, qui respire un peu, qui remeurt, qui respire, parce que les régimes se succèdent les uns aux autres à une vitesse mais fulgurante. C'est d'abord l'Assemblée nationale, qui dure 2 ans, ensuite la législative, qui dure 1 an, ensuite, on a la Convention, ou la Première République, qui, elle, dure un peu plus longtemps, elle dure 3 ans. Puis en 1795, on a le Directoire, jusqu'à 1799. Après, le Consulat, et puis le Premier Empire, 1804, 1815. Ensuite, la Restauration, qui dure bien plus longtemps, mais qui est entrecoupée des 100 jours. Et puis d'insurrection parisienne. Ensuite, la Deuxième République, assez éphémère, elle dure jusqu'en 1851, 3 ans. Enfin, le Second Empire, et puis la Troisième République, avec des chefs de conseil qui se succèdent à une vitesse aussi phénoménale. Bon, après, on connaît l'histoire du XXe siècle, elle n'est guère plus glorieuse dans ces régimes. C'est là, vous voyez, l'histoire nous prouve que la cité elle-même a été dénaturée. Vous voyez, le monarque, le roi, le prince, ça n'est pas qu'une simple figure. C'est lui, c'est l'autorité qui tient la société. À partir de la 18e dynastie, c'est la chute libre. Il n'y a plus de cohérence sociale parce qu'il n'y a plus de cohérence religieuse, etc. Donc c'est ça le problème. On ne peut pas comparer les Égyptes. L'ancienne Égypte, c'est l'ancienne Égypte parce qu'elle est traditionnelle. Elle s'attache au lien entre la création divine et l'individu qui en fait partie. Après, ce lien est rompu. Et c'était le travail de Pharaon justement de montrer qu'il y avait un lien, mais ça a été remplacé par le décorum, la pompe, comme maintenant. On ne travaillait plus, si je puis dire, sur autre chose que l'apparence.
on avait perdu le cœur des choses. C'est ce que dit Schwaller de Lubitsch, qu'on a cité hors antenne et en antenne. Schwaller de Lubitsch a bien compris cela. Et il le voit parce que c'est exposé dans le dernier temple, littéralement, qui soit imprégné de cette tradition, c'est Karnak. Voilà. Il reste encore dans Karnak les éléments, les derniers éléments de quelque chose qui est en train de se momifier, c'est-à-dire la pensée traditionnelle. Alors c'est intéressant parce que il se peut, dans certains cas, que l'autorité, qui est principe d'unité, n'emmène plus la multitude vers le bien commun. Donc, sans faire aucun schéma, c'est concrètement ce qu'on vit aujourd'hui dans quasiment toutes les sociétés. Alors, si l'autorité n'emmène plus vers le bien commun, que fait-elle? Elle amène à elle. Et le mouvement s'arrête ici. Dans ce cas, l'autorité n'est plus ordonnée à un bien commun, mais elle est ordonnée à son bien personnel. Et là, de la même façon que nous avons vu qu'il y avait 3 façons de gouverner, eh bien, il y a 3 façons de mal gouverner. Là où le roi, le prince, celui qui est seul, emmenait par la justice la multitude au bien commun, inversement, celui qui emmène la multitude à son bien personnel s'appelle un tyran. Le tyran, c'est le contraire du prince au bon sens. Et puisqu'il n'agit plus par justice, il agit par la force. N'ayant pu faire que ce qui était juste fût fort, ils ont fait que ce qui était fort fût juste. Et c'est ce que l'on vit, malheureusement. Le pouvoir de la force. L'autorité se croit forte, donc juste. Or, c'est faux. Et donc, elle agit comme un tyran. Si c'est un petit nombre qui commande, là où on avait l'aristocratie, selon le terme d'Aristote, c'est-à-dire le gouvernement des plus vertueux et des meilleurs, on obtiendra l'oligarchie. Or, l'oligarchie, c'est le gouvernement des plus riches et des plus puissants. C'est-à-dire que ces gens-là, au lieu de gouverner par la vertu et d'emmener au bien commun de la vertu, la paix et l'unité, ces gens-là oppriment le peuple par la puissance de leur argent. Je pense que là, pas besoin de faire de dessin. La richesse. C'est incroyable parce que vous voyez que jusqu'à présent, on n'avait pas besoin de parler de richesse. On a parlé d'une certaine suffisance de biens pour faciliter et procurer la vertu, mais pas plus. Dès que l'on raisonne en richesse, on tombe tôt ou tard dans une forme de tyrannie. Alors on dit que l'argent c'est le nerf de la guerre, mais je n'en suis pas si sûr. Ou alors du moins on se fait le jeu de ses ennemis. On rentre dans le jeu des ennemis. Bien sûr que c'est d'une certaine façon non nécessaire. Un minimum est requis pour la pratique de la vertu, mais... Et puis à la République, Aristote oppose la démocratie, c'est-à-dire l'oppression de la multitude. Voilà pour la division que reprend saint Thomas dans le De Regno à la suite d'Aristote. Alors, je passe à la 4e partie que j'avais annoncée, assez rapidement aussi, sur les fondements de l'autorité. Bon, je pense que vous l'avez compris, le fondement de l'autorité est naturel en ce sens que c'est la nature même de l'homme qui postule que vivant en société, il y ait une autorité. Mais puisque l'autorité est une perfection, il faut dire aussi que l'autorité vient de celui qui donne toute perfection aux êtres, c'est-à-dire de Dieu. Et ceci, c'est une conclusion naturelle. L'autorité vient de Dieu, c'est une conclusion naturelle. De même que tout vrai bien vient de Dieu, de même que toute vérité découle de Dieu qui est la vérité.
C'est une conclusion naturelle qu'Aristote a pu montrer, par exemple, en disant que comment dire, Dieu possédait les perfections, et que saint Thomas résume dans ce que l'on appelle la 4e voie qui montre l'existence de Dieu. Tout bien parfait vient d'en haut, dit aussi saint Jacques. Mais il faut comprendre 2 choses. D'abord, la première, c'est que l'autorité ne peut pas venir du peuple. C'est-à-dire que l'autorité ne réside pas dans le peuple. Parce que tant qu'il n'y a pas d'autorité, le peuple n'est pas un peuple. Il est éparpillé. Donc c'est une contradiction même que de dire que l'autorité réside dans le peuple. Comme si un cadavre était capable de se donner la vie. C'est-à-dire de se donner l'unité. Mais non, à partir du moment où il n'a pas la vie, il est désagrégé. Comment voulez-vous qu'une chose désagrégée puisse se donner l'unité? Donc l'autorité ne peut pas venir du peuple. D'un autre côté, il faut bien comprendre que si l'on dit en toute vérité que toute autorité vient de Dieu, l'autorité n'est pas quelque chose de surnaturel. Et là, j'insiste sur cette conclusion. Notre existence vient de Dieu. Ça n'est pas pour autant qu'elle est surnaturelle. Notre âme vient de Dieu et elle a été créée par Dieu. Ça n'est pas pour autant qu'elle est quelque chose de surnaturel. Elle appartient à l'ordre naturel, à l'ordre de la nature de l'homme. L'homme ne serait pas un homme s'il n'avait pas d'âme. Donc en donnant une âme à l'homme, Dieu lui donne quelque chose qui convient à sa nature. L'âme est donc d'ordre naturel. De la même façon, l'autorité est d'ordre naturel. Il y aurait eu une autorité s'il n'y avait pas eu le péché originel. Certains pensent que s'il n'y avait pas eu le péché originel, il n'y aurait pas eu besoin d'autorité. Mais même sans le péché originel, l'homme aurait dû vivre en société pour obtenir sa perfection. Et la multitude a besoin d'un principe d'unité pour obtenir l'unité qu'est le bien commun. Alors c'est une forme d'augustinisme parce que, je crois, saint Augustin disait que c'est le péché originel qui a nécessité le principe d'autorité. Comme si l'autorité était surajoutée à la nature en raison du péché originel. Eh bien non. Donc voilà pour dire le fondement de l'autorité. Certes, l'autorité vient de Dieu, mais elle est naturelle. C'est ce qu'il faut retenir. Et je terminerai donc rapidement sur les erreurs que l'on peut rencontrer à propos de l'autorité, qui finalement découlent tout simplement de ce que l'on a vu. Quand on a vraiment compris qu'est-ce que c'est que ce principe directeur, ce gouvernement qu'est l'autorité, on en voit facilement les erreurs. Alors, j'ai envie de les résumer par un seul mot, c'est de faire de l'autorité un absolu. La monarchie absolue, vous voyez. De la même façon que la créature est relative, parce que absolu s'oppose à relatif, n'est-ce pas? Relatif, c'est-à-dire être relaté à autre chose. Être en relation à quelque chose de supérieur. Toute créature est relative à Dieu. Et Dieu seul est absolu, parce que Dieu seul se suffit. La créature ne peut pas se suffire. Elle est relative. Et bien de la même façon, l'autorité est relative. À quoi? Au bien commun. Elle n'est pas un absolu, car si elle était un absolu, la société s'arrêterait à l'autorité. Et n'irait pas au-delà de l'autorité qu'est le bien commun. L'autorité doit être comme transparente vis-à-vis du bien commun. Un peu comme celui qui fait tourner, n'est-ce pas, les aiguilles d'une montre pour indiquer l'heure. Ce qui est intéressant, ce n'est pas le doigt qui bouge l'aiguille, c'est l'aiguille qui indique l'heure. Dans une montre, le mécanisme n'est que la cause efficiente qui permet de lire l'heure. Eh bien, l'autorité n'est qu'une cause efficiente qui permet d'obtenir le bien commun. Elle est donc relative au bien commun, lequel bien commun, du reste, total, est Dieu.
Alors, je dis autorité absolue, mais on peut dire d'une autre façon, pouvoir illimité. Toute puissance de l'autorité. On dit à chaque fois la même chose. Une autorité qui veut se couper de ce pourquoi elle est faite. Parce que vous voyez, vous, le chef dans la société, est d'une certaine façon membre de la société et doit lui aussi courir vers le bien commun. Il n'est pas et il n'a pas le bien commun. Et vous comprenez peut-être que cet absolutisme de l'autorité, dit de cette façon est peut-être exagéré, peut-être pas même d'ailleurs, cet absolutisme de l'autorité a engendré ce que l'on appelle le positivisme en matière de loi et de droit. Ce positivisme juridique qui consiste à dire que la loi trouve sa force et sa raison d'être en raison de l'arbitraire de l'autorité qui la pose, et non pas en raison du bien commun auquel elle ordonne. Vous obéissez parce que j'ai édicté la loi. Mais ce n'est pas moi qui édicte la loi, c'est le bien commun qui me pousse à édicter la loi. Et vous voyez, en sens inverse, le mécanisme de la loi, c'est celui-ci. Or, le positivisme juridique efface cette flèche qui pousse l'autorité, enfin par laquelle le bien commun pousse l'autorité à poser une loi. Ce qui définit le légalisme moderne, enfin la législation moderne, c'est ce positivisme. La force de la loi vient de simplement l'autorité, et on retombe dans ce que l'on a dit, la tyrannie, c'est toujours la même chose, hein. N'ayant pu faire que ce qui était juste fut fort, ce qui était juste fut fort, ils ont fait que ce qui était fort fut juste. Et la justice devient un rapport de force. C'est terrible. Parce que ce rapport de force, qu'est-ce que c'est? C'est une guerre. Et la conséquence, elle est normale. Si le prince, par la loi, n'a pas cherché la vraie justice qui ordonne au bien commun, c'est-à-dire la paix, que se passe-t-il? Il obtient la guerre par ce rapport de force. C'est logique, c'est une conséquence logique. Et alors, aujourd'hui, vous voyez, quand on parle d'absolu, on dit non, on peut parler d'autorité absolue, mais ce mot absolu, on va le retrouver à toutes les sauces. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien de relatif, tout est absolu. Donc le bien commun n'est plus l'absolu, Dieu n'est plus l'absolu, tout le reste devient absolu. Or ces absolus ne sont que des idoles. Ce sont donc des mythes parce qu'ils ne sont pas réels. Le peuple absolu, c'est un mythe dont on nous bassine les oreilles sans arrêt. La liberté absolue, c'est un mythe. Le droit absolu, c'est un mythe. L'homme comme un absolu, c'est un mythe. L'État absolu, c'est un mythe. L'autorité absolue, c'est aussi un mythe. Ce sont des idoles qui s'imposent en absolu, alors que toutes ces choses-là ne sont que des relations relatives à un autre absolu, qu'est le bien commun, et finalement Dieu. On nous parle des droits de l'homme, on nous parle de ceci, la force de la volonté du peuple, la volonté générale. Ça ne nous intéresse pas. L'absolu, c'est le bien commun. Or, qui parle encore de bien commun? Qui parle? Et alors, si vous voulez, cet absolutisme va engendrer comme deux erreurs opposées, mais qui finalement communient dans cette notion d'absolu. D'abord, la première erreur qui va consister à dire que la liberté est un absolu. Donc c'est cette erreur qu'on peut dire de Rousseau, le libéralisme moderne, et qui se transforme en une tyrannie du peuple, et en une forme de démocratie, telle qu'on essaye de la vivre aujourd'hui, avec cette liberté comme un indéterminé, ou à l'inverse, non pas la liberté absolue des individus qui se font une autorité, la volonté générale, c'est ainsi qu'en parle Rousseau, mais au lieu de mettre l'absolu ici, c'est l'absolu dans l'autorité, et on tombe dans l'étatisme. Dans l'étatisme, c'est-à-dire dans une ingérence totale, une espèce de totalitarisme, de l'autorité, qui fait que l'autorité, ne s'occupant plus du bien commun, s'occupe et de son bien privé et du bien privé des individus qu'elle dirige. Donc elle rentre dans des détails de la vie privée dont elle n'a cure. En latin, on dit des minimis non curat praetor. Le chef ne s'occupe pas des détails. Il s'occupe de l'unité et de la paix.
Le reste, il délègue. Or, avec l'étatisme, on ne délègue plus. Il n'y a plus de délégation. Du reste, avec la volonté générale de Rousseau, l'autre erreur, il n'y a pas de délégation puisque le peuple est souverain, chaque individu est souverain. Qu'est-ce qui remplace donc cette délégation et cette corporation qui fait la richesse d'une société? Qu'est-ce qui va remplacer cela? C'est très simple, c'est la bureaucratie. C'est-à-dire la procédure, la démarche procédurale. Et c'est ce dans quoi on vit, la paperasserie. Des fonctionnaires qui ne sont plus des délégués, parce qu'ils n'ont pas de pouvoir. Ce sont des gratte-papier. Et on les multiplie. À partir du moment où on les multiplie, c'est que l'autorité a perdu sa raison d'être. La société n'a plus de paix, n'a plus d'unité et ne court plus vers son bien commun. Elle est en train de mourir, tout simplement. Le protocole. C'est effrayant. La technocratie, carrefour de subversion, dans laquelle la gestion des choses se substitue au gouvernement des hommes. Et on parle de gestionnaire aujourd'hui, mais on ne sait plus gouverner. Voilà la raison pour laquelle, d'ailleurs, on multiplie toutes ces conférences sur, non pas la façon de gouverner les hommes, mais justement la façon de gérer, une forme de technocratie. Alors, la conclusion, elle est assez simple, malheureusement, et comment dire, en parodiant celui qui disait « je cherche un homme », on pourrait dire aujourd'hui « je cherche un chef ». Et il est difficile d'en trouver. Alors, sinon impossible d'ailleurs, parce qu'on ne les fabrique plus. Nulle part. Il y a, je ne connais pas d'exception. Alors, bien le travail politique aujourd'hui, c'est de faire de véritables chefs, selon cette véritable notion de chef. Préparer des chefs, c'est-à-dire des autorités qui gouvernent la multitude vers le bien commun. Alors, je vous remercie.